Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour réduire les écarts entre les territoires et améliorer l'attractivité des banlieues, la France consacre chaque année 10 milliards d'euros aux banlieues. En 2012, la Cour des comptes déclarait que les plans banlieues étaient devenus une machine sans compteur. 10 ans plus tard, les derniers événements dramatiques ont montré que la politique de la ville reste un échec, Philippe. Oui, Cécile. Et d'ailleurs, comment ne pas se poser la question qu'avec près de 100 milliards investis dans les banlieues depuis le premier plan qui datait de 1977, c'était sous Valéry Giscard d'Estaing, les problèmes n'aient fait qu'empirer avec un taux de chômage 2 fois plus élevé par rapport au reste de la France et où 14% de la population est en situation d'illettrisme. Est-ce que pour vous, plutôt que de mettre encore de l'argent dans un énième plan banlieue, il ne faudrait pas revoir les méthodes, bref, tout refaire, ou est-ce qu'il faut continuer à mettre de l'argent? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. Et on a fait appel à un expert qui est avec nous, Farid Temsamani est là avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, d'abord un tour de table, si vous permettez, Farid. Ce tour de table de cette injecté sans véritable politique. En effet, je vais avoir un point de vue brutal et rapide, je l'espère. C'est pas votre genre. Non, mais je serais ravi si Farid, pardon, je voudrais pas écorcher votre nom, m'apportait une réplique pertinente. J'ai bien conscience que je vais être un peu péremptoire. D'abord, j'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Injecter de l'argent dans les banlieues. Deuxième élément, je ne suis pas sûr que cet argent, même s'il est bien utilisé, soit le remède qui permettra de guérir le mal qui peut apparaître inguérissable dans certaines banlieues. Le trafic de drogue est en train de permettre l'emprise d'une minorité sur une majorité de gens. Troisième élément, et quatrième, pardonnez-moi, j'ai le sentiment que lorsqu'on met en œuvre une politique cohérente, eh bien, à intervalles réguliers, des émeutes, des crises viennent détruire ce qui était fait pour les banlieues. On en a eu un exemple, ce qui me laisse penser que peut-être les banlieues, dans leur part négative, ne désirent pas vraiment ces avancées et ces progrès. Et enfin, je termine là-dessus, la banlieue, c'est comme la vie en réalité. Malgré l'état de certaines banlieues, il y a des réussites exceptionnelles, des destins exemplaires, comme chez nous, comme ailleurs. Et donc, je me demande si on a raison de focaliser en permanence sur les banlieues en disant, au fond, c'est terrible. Elles ont peut-être les mêmes réussites et les mêmes dégradations que pour le commun des gens. Tom Collan. Oui, moi a priori effectivement ça me semble pas du tout être le sujet en réalité. Ça l'était sans doute, ça l'est sans doute encore en partie, mais moi en tout cas de ce que je vois et de ce que je pratique également, parce que je connais bien notamment la partie nord de ces banlieues entre guillemets, même si ça veut un peu rien dire, parce que si vous allez au Vésinet, dans les Yvelines ou à Saint-Denis, c'est quand même deux expériences assez différentes, pourtant c'est bien deux banlieues, donc il faut aussi un petit peu raffiner plutôt qu'utiliser ce terme-là. Mais effectivement, il y a un développement, par exemple, des transports prodigieux. Vous prenez la ligne 14, la ligne 12, là, qui se sont prolongés dans le nord de Paris. Donc, par exemple, dans certaines banlieues, c'est d'ailleurs très bien. Beaucoup de quartiers ont été rénovés. C'est des villes et des coins qui sont très attractifs. Moi, je trouve, en tout cas, pour des gens, moi qui ai connu d'autres coins, d'autres banlieues, pour le coup, je trouve que c'est des coins qui sont attractifs, en tout cas pour certains. En revanche, effectivement, il y a un problème. Ça me semble quand même assez évident, également dans ce que je pratique, dans ce que j'ai pratiqué, de mixité. Notamment de mixité sociale. Ça me semble assez évident. Concentrer les problèmes, concentrer les difficultés ou concentrer même la pauvreté, quel que soit le type de difficulté, si j'ose dire, qu'on peut rencontrer, ça me semble jamais être bon. Mais d'ailleurs, moi je le vois très bien, il y a un séparatisme aujourd'hui social, il y a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. On va dire, vous allez au Batignolles à Paris, vous allez dans le 11e, qui sont des quartiers populaires, ça me fait bien marrer. Ça fait bien longtemps qu'ils sont plus populaires, à 14 000 euros ou 13 000 euros le mètre carré. Bon, vous pouvez repasser. Parce qu'il y a encore des gens qui considèrent qu'ils habitent dans les quartiers populaires dans le 11e. Mais donc voilà, il y a des ghettos de riches, il y a des ghettos de pauvres. Et ce séparatisme, c'est ça qu'il faut combattre. Et on remet de la mixité partout. Joseph Touvenel, former de l'argent. Il faut remettre les choses dans l'ordre. La première des choses, c'est quand on nous dit qu'il y a des zones de non-droit, et effectivement il y a des zones de non-droit, c'est-à-dire où la police ne peut pas rentrer sans être elle-même protégée par la police, où les pompiers ne peuvent pas rentrer, où les médecins ne peuvent plus rentrer, du coup les quittent. La première des choses, c'est remettre un ordre normal et la sécurité. Après,
Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On le voit, on balance de l'argent, on dit j'ai mis tant de millions, c'est très bien, je suis content. À quoi ont-ils servi? Une partie est partie en fumée, une partie est détournée, faut pas non plus se voiler la place. Il y a quelqu'un que j'apprécie qui s'appelle le général Pierre de Villiers, que j'ai vu il y a quelques jours. Il s'occupe des banlieues comme d'autres. Que dit-il? Je n'ai aucune confiance dans les hommes politiques. Je les ai vus, je les ai rencontrés, quel que soit leur parti, etc. Je n'ai plus confiance dans ces gens-là. Et puis, nous sommes dans une société qui se bâtit sur le matérialisme. Et ça, c'est pas la bonne réponse. Oui, on a besoin d'avoir des biens matériels. Oui, on a besoin d'avoir des transports. Oui, on a besoin d'avoir une école. Oui, on a besoin d'avoir une poste. Mais enfin, en province, dans nos campagnes, je connais bien des territoires où il n'y a plus de transport, il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'école. Et j'ai pas vu qu'ils mettaient le feu. Il y a plus de mixité, précisément. Il y a peut-être plus de mixité sociale. Et puis, il y a un dernier point quand même. Le rôle négatif, et je ne le confonds pas avec l'islam, mais le rôle négatif de l'islamisme n'est pas à négliger. Parce que eux, leur rôle, c'est de mettre le feu aux banlieues, c'est de déclencher la haine, de dire que la France, c'est mal, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pas bien. Et ça, ça entraîne des jeunes dans quelque chose qui est mortel pour notre société. Farid Temsamani, alors vous avez une espèce de spectre assez large. Oui. Qui va du Vésinet à la Courneuve. Exactement. En passant par les Batignolles. C'est ça. Plus sérieusement, beaucoup de choses ont été dites. Si je peux me permettre, on parle de quoi? On parle d'individus, d'êtres humains qui vivent dans des territoires qui sont autres que la France, que ce soit en métropole, mais également dans les territoires d'outre-mer. Puisqu'on oublie, on néglige très souvent, mais il existe également des quartiers populaires, dits quartiers populaires, pour pas appeler ça la banlieue, effectivement, également dans les territoires d'outre-mer. On a évoqué un certain nombre de chiffres. Moi, ces chiffres-là, en fait, pardonnez-moi, je voudrais juste un peu les corriger. On parle de 10 milliards par an, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez quel est le budget que l'État français consacre à la politique de la ville en France par an? La loi de finances de 2023, qu'on n'invente pas, qui est votée, c'est 150 millions d'euros. Pour à peu près, un peu plus, entre 5 et 6 millions d'habitants. Ce qu'on le confond très souvent, dans ces milliards, et effectivement vous avez raison de rappeler ces milliards-là, c'est ce qu'on appelle la rénovation urbaine. C'est l'ANRU. Oui. L'ANRU, c'est quoi? Ce sont des gens, comme vous et moi, qui sont soit copropriétaires, soit locataires, qui payent des charges. Donc cet argent-là, en fait, d'une certaine manière, tous les 10 ou 15 ans, quand on refait la façade de son immeuble ou de ses fenêtres, moi ça me paraît tout à fait logique. Pour revenir sans rentrer, je ferme la parenthèse sur le détail. Les détails du chiffre, etc. On a accumulé un certain nombre de tares, faut le dire, dans notre pays concernant ces territoires-là. On a évoqué tout à l'heure l'aspect culturel, pour pas parler de religion, mais c'est une réalité, par exemple. L'habitat, la non-mixité d'un certain nombre de territoires. On a mis, vous savez, presque 30 ans, le plan de Jean-Louis Borloo, il date de 2003, si je ne dis pas de bêtises. On a presque mis 30 ans, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les premières. L'ANRU, c'est 20 ans, oui, c'est ça. C'est presque, voilà, c'est plus de 20 ans pour dire, ah bah finalement, peut-être qu'on va peut-être rénover un peu plus les immeubles. Or, vous avez des bailleurs, pas forcément publics d'ailleurs, des bailleurs privés et publics, qui se font un beurre extraordinaire sur ces habitants-là. Et la difficulté, c'est que ça n'a jamais été, et je le dis humblement, mais ça n'a jamais été une priorité politique, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés. On a fait des plans, parce qu'on fait ce qu'on appelle de l'artifice quand ça pète, malheureusement. Eh bien, on va saupoudrer ici ou là, etc. Moi, ce que j'appelle, ce que l'on souhaite véritablement, c'est qu'on prenne la mesure que quand ça pète dans les banlieues ou dans les quartiers populaires, ça ne concerne pas uniquement ces habitants-là. Ça concerne l'ensemble de notre pays. Lorsque vous êtes à l'étranger... Et les banlieues, c'est dans toutes les villes, hein. C'est à Toulouse, c'est à Bordeaux, c'est à Lille, c'est à Strasbourg. Moi, j'ai des amis qui m'appellent de l'étranger, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Australie, qui me disent mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait vraiment mal. Maintenant, il y a un certain nombre de tares. Soit on fait ce qu'on a fait depuis 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire qu'on va faire de l'affichage, on va mettre de l'argent, très mal utilisé. Oui. Les différents rapports de la Cour des comptes, ils sont pléthores. C'est pas une nouveauté. La politique de la ville de notre pays est un échec. C'est pas critiquer que ce soit. Une fois qu'on a fait ce constat, c'est quoi les solutions? Parce Qu'est-ce que l'on fait? Moi, ce que j'appelle au plus profond, c'est que ça soit une véritable cause nationale. Mais cause nationale, pas que pour l'argent.
Parce qu'en réalité, vous savez, à Bercy, les inspecteurs des finances maîtrisent parfaitement le sujet, savent exactement, à peu près calibrer, combien de parts du PIB il faudrait mettre pour que, non pas sur une année, mais sur peut-être 1 à 2, 3 décennies, peut-être corriger la chose. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été une volonté politique, que ça soit sous notre président actuel, mais également précédemment. Mais il faut que ça dépasse que l'argent. Il faut vraiment prendre en conscience que si on veut avoir, in fine, une cohésion nationale, parce que la cohésion nationale, ça ne se décrète pas, c'est une conséquence d'un certain nombre d'actions. Si on veut vraiment ça, eh bien, il faut qu'on se retrousse les manches. J'ai pas l'impression qu'on soit dans cette logique. Pour qu'on comprenne bien, les mesures, une première mesure qui, pour vous... Je vais vous choquer. Moi, il y a une mesure qui me parle beaucoup, qui concerne l'habitat. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle le Val-Fouré. Le Val-Fouré, c'est Mantes-la-Jolie. C'est quoi? C'est comme dans d'autres quartiers de France, c'est un certain nombre d'habitats qui ont été construits dans les années 60-70 pour soit des cadres à l'époque. À Mantes-la-Jolie, c'était essentiellement pour les cadres, puis ensuite des ouvriers qui se sont complètement dégradés. Quand vous avez des habitats qui ne sont pas positionnés, qui ne sont plus conformes, et que vous avez des familles, et là on peut revenir sur l'aspect sociologique et même culturel des choses, où vous avez 5-6 enfants par famille, ou dans un 50-60 mètres carrés. Vous pensez sincèrement qu'avec les dégradations qui existent, que ces gens-là, ces habitants-là vont pouvoir s'épanouir ou quoi que ce soit? Bien sûr que non. Et là, je n'ai pas évoqué l'éducation nationale, je n'ai pas évoqué, puisqu'il faut aussi en parler, même si c'est un tabou, le problème du rapport à la police et à la justice également, etc., etc. Donc moi, ce que j'appelle de mes vœux, c'est que notre pays prenne véritablement conscience que c'est un sujet qui n'est pas facile, qui est lourd, mais dont les conséquences touchent l'ensemble des Français. Et on a évoqué tout à l'heure le monde rural, qui souffre tout autant, voire parfois même beaucoup plus, avec beaucoup moins de moyens. Le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse. Complètement. C'est pas la Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais tout le monde pâtit des conséquences de ces émeutes-là, etc., etc. Et si nous ne faisons rien, vous savez, les émeutes, elles sont de plus en plus violentes, on le voit, on les a vues malheureusement ces derniers jours, mais surtout, elles vont revenir. Elles vont revenir. Alors, aujourd'hui, on en parle un peu plus. Pourquoi? Parce qu'elles se sont déplacées. Elles étaient à l'époque très concentrées dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'en fait, elles sont à peu près dispersées sur la France et surtout, elles touchent maintenant les centres-villes. Les pillages, etc., ça ne concerne pas les quartiers, que les quartiers populaires. On part au 0826 300 300 avec notre vraie voix du jour du Lot-et-Garonne. Là, c'est vraiment la France périphérique, comme on dit, la France rurale. Rebonsoir, Paul. Oui, bonsoir à tous. Ben, moi, je voulais faire un parallèle avec la ruralité. Moi, j'habite dans un petit village, il faut une voiture. Le médecin, il a 8 km. Il y en a un pour je ne sais pas combien d'habitants. Donc, pour avoir un rendez-vous, des fois, c'est 3 semaines. Pour avoir un spécialiste, c'est 1 an. Et on ne casse rien, on ne brûle rien. À un moment donné, moi, je pense qu'il faudrait prendre vraiment le problème à bras le corps et foutre des bulldozers, raser toutes ces barres d'immeubles-là. Et ensuite, les gens, on les disperse. Et ceux qui veulent s'intégrer, s'intègrent. Ceux qui veulent casser, ils dégagent. Et il faudra les traiter comme ils sont. C'est-à-dire, si c'est des délinquants, il faudra les traiter comme des délinquants. Et ainsi de suite. Parce que nous, on a vécu une chose en zone rurale. Quand ils ont dédoublé les classes dans les zones prioritaires, on a été obligé de faire des regroupements pédagogiques parce qu'il manquait d'enseignants. Donc on a des classes à 35 en zone rurale. Personne ne se plaint. Les gosses, ils prennent le bus parce que l'école du village, elle n'existe plus. On a fait une école au niveau communal. Et tout est à l'avenant. Et aujourd'hui, la ruralité, elle souffre en silence. Et quand les habitants de la ruralité voient ce qui se passe en banlieue, parce qu'on comprend que ça va mal dans les banlieues, moi ça je l'entends, mais je ne comprends pas pourquoi on va cramer des écoles. Ça sert à quoi? Ils ont quoi dans le cerveau, ces jeunes? Restez avec nous, Paul. Merci pour votre témoignage. Philippe Bilger dans le micro. Pardon d'être à nouveau simpliste, mais il me semble que dans votre analyse, je ne discute pas sa pertinence. Je ne vis pas dans un quartier populaire ni dans les banlieues. Est-ce que vous n'occultez pas le problème d'une minorité qui, sans moralité, étouffe et gangrène les lieux où l'État fait beaucoup? Je veux dire, est-ce que l'argument de notre auditeur n'est pas absurde? Dans des situations comparables, eh bien, il y a des vies, des quotidiennetés qui se déroulent à peu près correctement et d'autres non. Est-ce que ça n'est pas un problème moral
est-ce que dans ce lot de cette minorité, il n'y a pas malheureusement des Français ne se considérant pas comme des Français et ne vivant pas comme un cadeau ce qui est fait pour eux? Vous avez forcément un peu raison. Moi, je suis pas dans l'opposition des quartiers populaires et du monde de la ruralité. Pour une raison très simple. Paul est touchant, c'est vrai. Mais c'est complètement vrai. On peut pas le nier. Aujourd'hui, moi qui adore mon pays, lorsque je me balade et lorsque je vais dans un certain nombre de territoires, vous avez un certain nombre de fléaux qui sont quasiment les mêmes que dans les quartiers populaires. Néanmoins, ça touche beaucoup moins de personnes en termes de population, de nombre, et les fléaux se sont cumulés. Ça touche peut-être le même nombre de personnes, voire plus, mais beaucoup plus ventilés sur le territoire. Exactement. Et donc, du coup, la concentration est moindre, d'une certaine manière. Là, vous avez raison. Bien sûr, piller, voler, c'est un problème moral avant tout. Et ça, c'est pas une question de quartier populaire ou pas quartier populaire. C'est un problème d'éducation, de moralité. Vous avez complètement raison là-dessus. Mais lorsque vous empilez les difficultés, et c'est là-dessus qu'il faut bien mesurer, lorsque vous empilez les difficultés, il faut s'attendre effectivement qu'une minorité puisse déborder, même si c'est... En fait, il faut régler les problèmes les uns derrière les autres. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait l'auditeur. Il a complètement raison sur une chose. Je n'ai pas terminé tout à l'heure sur l'habitat, par exemple. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné avoir l'honnêteté et le courage de dire que à partir de telle densité, nous ne pouvons plus, et donc du coup détruire ce qui a pu être fait lorsque des élus le font correctement et malheureusement vous avez un certain nombre d'élus par clientélisme qui ne le font pas parce que justement détruire un certain nombre de barres d'immeubles c'est détruire un certain nombre d'électeurs et donc du coup je pense qu'à un moment donné il faut que l'État prenne ses responsabilités. Les écolos aussi qui sont contre. 0826 300 300. Sonia veut réagir. Bonsoir Sonia. Bonsoir Sonia de Paris. Sonia, oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, alors bonsoir, moi je suis issue de l'immigration, je suis fille d'immigrés, on était 8 enfants, on a tous réussi, on a vécu dans une cité. Moi, monsieur, je sais pas, c'est Farid Temsamani. Oui, votre discours, il est entendu, réentendu, ça allait dans les années 80, 90, 2000. Mais la victimisation de ces personnes-là, ça suffit. Quand vous dites qu'il y a des personnes qui vivent dans 50 mètres carrés, qui ont 6 enfants, excusez-moi, moi j'ai fait 2 enfants parce que j'avais 50 mètres carrés, j'en ai pas fait 6. Donc à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Les parents, faut qu'ils se responsabilisent. Quand ils ont un appartement qui fait 50 mètres carrés, eh ben ils font 2 enfants, ils en font pas 6 pour bien les élever. Donc maintenant, cette victimisation constamment oui, ils sont mal, il n'y a pas l'école, il n'y a pas les appartements, ça suffit. Moi, j'ai tout eu en France, on a tous réussi, on a vécu dans une cité et on faisait nos devoirs sur la table de la cuisine. Merci Sonia. Donc, restez. Vous faites pas en sorte, au lieu d'appuyer sur le fait que c'est des racailles qui foutent le bordel et qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Vous êtes en train d'abonder dans leur centre. Donc on est plein de Maghrébins maintenant qui pensent comme moi. On en a marre de la victimisation. Avançons. Merci Sonia, merci de rester avec nous. Farid, on est très en retard, mais je suis obligée de vous laisser répondre. Bon, je pense qu'elle a mal interprété mon propos. Je suis absolument pas dans la victimisation. Je dénonce principalement justement la victimisation. Là où il y a une réalité, c'est que le sentiment d'appartenance à notre pays, il existe de moins en moins. Et ça, c'est un véritable sujet. Vous restez avec nous, Farid. On fait une petite pause. On revient dans quelques instants. Ça sonne énormément au standard avec Pierre qui nous appelle de Montpellier, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h avec les vraies voix.